Bonjour. À la veille de la trêve traditionnelle des 2 dernières semaines de l'année, personne ne sait trop bien ce qui se passe en Pologne ce matin. La radio de Varsovie annonce bien que la situation est redevenue normale dans les ports polonais de la Baltique, mais hier soir, M. Kierantzewicz, le président du Conseil, a décrété l'état d'urgence qui donne à l'armée et à la police le droit, l'autorisation de tirer sur les manifestants, et il a aussi reconnu que les affrontements avaient fait déjà 20 morts et 250 blessés. Un fait est certain, l'agitation née à Gdansk, à Gdynia et Sopot est en train de s'étendre. Hier soir, des émeutes ont eu lieu à Splouks et Stettin, des immeubles ont été incendiés, des magasins pillés, le couvre-feu a été décrété et le téléphone coupé. En somme, ce matin, toute la région nord de la Pologne est isolée par l'armée. L'enjeu pour le gouvernement polonais est de reprendre en main très rapidement la situation afin que cette crise économique ne débouche pas sur l'organisation d'une opposition politique. Burgos maintenant, eh bien, les juges militaires continuent de siéger à huis clos, cela fait 10 jours maintenant. Les sentences, dit-on à Madrid, seraient rendues publiques demain ou lundi. Ce matin, le général Franco réunit le gouvernement espagnol et l'on s'attend dans les semaines qui viennent à un remaniement qui provoquerait le départ de certains éléments libéraux. En somme, une sorte de durcissement révélé peut-être par les manifestations de soutien au général Franco, par exemple celle d'hier à Madrid. 100 000 personnes ont applaudi le chef de l'État au balcon de son palais. C'était sans nul doute un appel aux franquistes de la vieille garde et peut-être aussi un avertissement à ceux qui, dans l'armée, ne sont pas d'accord avec les orientations du régime. Pour en terminer avec le dossier politique, Vietnam, trêve de 24 heures à Noël et au jour de l'an du côté américain, 3 jours aux mêmes dates par le Viet Cong. Washington, la popularité du président Nixon est à son niveau le plus bas, 52% favorable seulement. La cause en est les difficultés de la situation économique. Rabat, le général Oufkir, le ministre de l'Intérieur marocain, a assisté à une réception donnée en l'honneur de M. Maurice Schumann à l'ambassade de France. Le général Oufkir, condamné par contumace dans le procès Ben Barka, n'a pas eu de contact avec M. Maurice Schumann, mais sa présence peut être interprétée comme l'un des éléments de la reprise des rapports entre la France et le Maroc. En France, les juges de la Cour de sûreté de l'État ont acquitté, faute de preuves, les militants maoïstes accusés d'avoir lancé des cocktails Molotov dans les locaux des Houillères à Hénin-Liétard. Les sénateurs ont modifié le projet de loi concernant la lutte contre la drogue. La police ne pourra perquisitionner chez les suspects qu'avec l'autorisation soit du juge d'instruction, bien sûr, soit du procureur de la République. Le texte est renvoyé aux députés. Il y a eu quelques discussions hier au siège du Parti radical à Paris. Finalement, M. Jean-Jacques Schreiber a été confirmé au poste de secrétaire général et dans le bureau directeur, une place plus grande a été faite aux militants au détriment des parlementaires. C'est un renforcement de l'affluence de M. Servan-Schreiber au bureau du Parti radical. Emploi, des centres itinérants de formation accélérée vont être créés pour lutter contre le chômage des jeunes. Le ministre du Travail, M. Fontanet, souhaite que ces centres dispensent en 6 mois une formation professionnelle adaptée aux différentes régions. Nouvelle mesure pour l'aménagement de la Lorraine, le gouvernement a décidé hier d'accélérer la reconversion des houillères, du textile et de la sidérurgie. Henry Ford II déjeune à l'Élysée, son conseil d'administration a confirmé l'implantation de Ford à Bordeaux et aussi la construction d'un dépôt de pièces détachées à Compiègne. Enfin, pour la première fois en France, inauguration d'un mini-souterrain réservé aux voitures particulières à Toulouse. Une enquête de François Cornet. Après le toboggan, c'est aujourd'hui en effet le mini-souterrain qui tient la vedette. Le premier a été mis en service hier, place Saint-Cyprien à Toulouse. Petit cadeau de l'État aux administrés de la ville pour leur fête de fin d'année qui ont néanmoins financé pour leur part la moitié de l'ouvrage, c'est-à-dire plus de 2 millions de francs. Ce premier mini-souterrain, réservé à l'usage exclusif des automobiles, permettra de juger l'intérêt de ce système dans les villes à grande circulation avant d'en généraliser éventuellement l'utilisation. Long de 135 mètres, large de 6,20 mètres, cette réalisation évitera à Toulouse le cisaillement de la nationale 124 reliant la ville à Mont-de-Marsan. Ce petit souterrain, cependant, ne permet, comme nous l'avons précisé, que le délestage des automobiles, la hauteur de voûte n'étant que de 2 mètres. C'est un handicap sur le toboggan. Les 2 ouvrages ont cependant en commun une qualité fondamentale, celle de pouvoir être mis en place en 2 mois et de ne perturber ainsi que très peu de temps la circulation. Un autre télégramme en provenance de Toulouse, les 19 tableaux de maîtres volés le 27 novembre dernier au musée Fabre de Montpellier, vous en souvenez, ont été retrouvés ce matin à la basilique Saint-Cernin à Toulouse. C'est un coup de téléphone anonyme reçu par la police qui a indiqué que les tableaux avaient été déposés à cet endroit.
Parlons un peu vacances maintenant. La SNCF commence à rassembler la vague de trains supplémentaires qui vont servir à emmener ceux qui ont la chance de pouvoir partir en vacances pendant les fêtes. 800 000 voyageurs prévus au départ de Paris durant les 3 jours précédant Noël. La SNCF, bien sûr, recommande aux Parisiens d'utiliser les transports en commun pour accéder aux gares et ceci pour éviter les embouteillages traditionnels. Quant à la route, la période des fêtes est dangereuse pour 2 raisons. D'abord le temps et puis les suites de réveillon. Durant cette période, une moyenne de 30 morts par jour. Pour limiter cette hécatombe, pour venir le plus vite possible en aide aux blessés de la route, une expérience est tentée dans plusieurs villes de France, les antennes chirurgicales mobiles. Une enquête de Jean-Pierre Quittard. Nous sommes sur la route de Soissons, un samedi comme beaucoup d'autres, il est 17h30. Il faudra moins de 10 minutes à l'antenne mobile de l'hôpital de Reims pour se rendre sur les lieux de l'accident et donner les premiers soins aux blessés. Chaque fin de semaine, il y a plusieurs interventions de ce genre. Allez, on y va. Biceps 5, ici Delius 5. Faites partir votre antenne mobile. Pour accident de la route, nationale 51. Arrivé sur les lieux de l'accident, c'est l'antenne mobile de réanimation avec toute son équipe très spécialisée qui prend le relais des secouristes s'il y a eu des secouristes. Et à ce moment-là, aidée par les organisations traditionnellement secouristes, c'est-à-dire par exemple les sapeurs-pompiers, elle va réaliser tous les gestes de sauvegarde, de sauvetage s'il y a lieu, de réanimation, mettre en condition le blessé, une fois qu'il a été éventuellement extirpé de sa voiture, poursuivre les soins jusqu'à ce que le transport soit jugé possible et ensuite l'antenne mobile regagnera l'hôpital. L'antenne mobile, si l'on veut, c'est un petit hôpital ambulant. C'est un hôpital en miniature avec tout l'équipement traditionnel de l'hôpital, mais surtout avec un équipement supplémentaire, c'est l'équipement ultra perfectionné de la réanimation. Dès son arrivée à l'hôpital, le blessé sera conduit dans une salle de réanimation. À ce stade-là sera établi par les réanimateurs le déchocage, c'est-à-dire que le blessé, le polytraumatisé, gravement atteint, sera examiné et traité en vue de pallier et de juguler toutes les détresses respiratoires ou circulatoires. Ce n'est qu'une fois que ces détresses seront définitivement jugulées qu'il pourra être conduit en salle d'opération pour y subir des interventions chirurgicales. L'urgence donc prend fin lorsque le blessé, comme ici, pénètre dans une salle d'opération. Nous avons demandé au docteur Favreau, inspecteur général de la santé publique et président d'une commission ministérielle sur les secours d'urgence, de nous donner son avis sur l'organisation de ce type de secours à travers l'exemple de Reims. Je pense que c'est un excellent exemple de ce que l'on a déjà réalisé à Reims depuis tantôt 2 ans, de ce que quelques villes possèdent en France, trop peu à mon avis, Lyon, Marseille, Montpellier, Toulouse, de petites villes comme Bayonne, comme Salon de Provence ont réalisé des organismes comprenant à la fois le recueil des blessés sur la route, le recueil médicalisé, leur amener à l'hôpital en excellent état grâce à la médicalisation des secours. Bien, vous m'avez dit tout à l'heure, il n'y en a pas assez, des antennes mobiles chirurgicales. Et je vous ai cité quelques noms, car je serais bien en peine d'en citer beaucoup d'autres qui soient aussi bien organisés. Sur 14 000 décès immédiats sur la route, ce n'est que déjà un chiffre énorme, c'est déjà un chiffre énorme. Il y a 14 000 autres à 15 000 autres décès qui interviennent dans les 24 heures, parce que dans la plupart du temps, on n'a pas eu les soins suffisamment à temps, ou on n'a pas eu des soins suffisamment éclairés. Mettre un médecin à bord des ambulances comme à Reims, c'est vraiment gagner la partie
au moins pour 2/3 des blessés qui seront ainsi sauvés. Et en plus de cette mesure, c'est-à-dire de cette antenne mobile chirurgicale, qu'est-ce qu'il faudrait d'autre? Il faut d'abord une alerte organisée dès l'accident. Il faut que tous les citoyens de France, tous ceux qui ont de façon quelconque la connaissance d'un accident, alertent immédiatement les gendarmes qui possèdent une radio. Cette radio, dans la plupart des villes de France, est reliée directement à l'hôpital. Par conséquent, il n'y a pas à craindre un encombrement des lignes téléphoniques. La gendarmerie est organisée pour cela. Les hôpitaux ont une écoute permanente. Partout où il y a un SAMU, un service d'aide médicale d'urgence, et l'ambulance à Reims, par exemple, part dans les 15 secondes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps perdu. Il faut donc que tout le monde prenne l'habitude d'appeler immédiatement les gendarmes, de les prévenir et de leur donner des indications suffisantes pour qu'ils sachent dans quel endroit il faut aller relever un blessé ou un malade en détresse, cardiaque, etc. Donc, pour vous qui allez partir, retenez bien ceci. Si vous êtes témoin d'un accident en ville, appelez les pompiers. Sur la route, les gendarmes et le plus rapidement possible. Sport maintenant, Patrick Chapuis. Le début de la saison internationale de ski ressemble un peu à des championnats de France. Hier encore à Val d'Isère, 2 Français aux premières places. Oui, on peut même dire que cette domination est presque insolente. Un chiffre, si vous voulez, pour l'exprimer. Les Français ont actuellement 119 points d'avance sur l'Autriche dans la Coupe du Monde de ski alpin. Depuis déjà 4 épreuves, ils en ont remporté 3. Une avec Maki, une avec Henri de Villard en descente. La 3e hier avec Patrick Russell qui a remporté le géant du critérium de la première neige. Il faut bien s'attarder sur cette victoire. C'est une victoire qui montre que les Français ont accompli d'énormes progrès en slalom géant. Rappelez-vous, à Val Gardena, au dernier championnat du monde, c'est Karl Schranz qui avait gagné le géant. Et le meilleur Français, Patrick Russell précisément, était 8e. Cette fois, c'est Russell qui gagne. Schranz est 5e, avec un retard de plus de 3 secondes et 88 centièmes sur Patrick Russell. Russell a donc gagné devant Jean-Noël Augère. Et la performance la plus étonnante a été accomplie par Henri Duvillard. Henri Duvillard qui est un spécialiste de la descente et qui réussit à se classer 4e. Aujourd'hui, ce sont les femmes qui entrent en scène avec la non-stop sur la descente de Val d'Isère. L'épreuve aura lieu demain. Françoise Maki est blessée, mais on espère, Paul Lefebvre, qu'elle pourra tout de même tenir sa place demain dans cette descente. Voilà. Eh bien, pour adoucir les mœurs après les sports, la musique, à l'hôtel de ville ce matin, l'hôtel de ville de Paris, on a distribué les grands prix du disque. Quels sont les lauréats, Christophe Isard? Eh bien, la cérémonie vient de se terminer et le palmarès est important puisqu'il comprend encore 20 titres cette année, c'est moins que les autres années, mais il y a quand même 20 prix. Le Goncourt du disque, le prix du président de la République, est allé, et c'est très agréable, à notre maison, puisque c'est un coffret promotion de la musique française qui est allé à une collection d'inédits de l'ORTF, producteur Jacques Duvel. Monsieur le Président, Henri Sauguet, pourquoi 20 titres, 20 prix? En vérité, il n'y a pas tout à fait 20 titres, il y a simplement qu'une dizaine de prix, 12 prix exactement. Mais dans ces 12 prix, nous avons inclus différents disques parce qu'ils nous paraissaient mériter vraiment cette promotion. Vous savez, nous avons essayé de la resserrer au maximum pour garder le prestige de nos prix, mais malgré tout, l'industrie du disque ou l'édition phonographique nous produit tellement de choses, nous sommes souvent tellement embarrassés que tout de même, il est impossible de ne pas faire leur place à des disques qui marquent un événement dans la vie du disque contemporain. Et c'est ce que nous avons voulu essayer de garder dans cette promotion 1970, qui est un millésime de grande qualité. Quels sont vos préférés parmi ces prix? Oh mon Dieu, ne me demandez pas une chose pareille, je savais parce que d'abord aujourd'hui, en plus de ça, nous sommes entourés de tous nos lauréats. Mes préférences vont à tous. Je dois dire que je les ai choisis moi-même. J'avais, avant même que notre académie se soit réunie, fait mon petit palmarès personnel et il s'est trouvé à 1 ou 2 noms près exactement celui que j'avais souhaité. Donc c'est vous dire que ce palmarès tout entier a ma préférence. Bon, il y a beaucoup de prix classiques, mais il n'y a qu'un seul prix variété qui va à Michel Sardou. Or, le classique fait 25% du marché et les variétés 75%. Mais écoutez, nous ne sommes pas ici pour favoriser le marché, nous sommes ici pour mettre en valeur l'édition phonographique tout entière. Il est évident que dans la variété, nous avons dû retenir, et vous le voyez là, nous avons notre lauréat, un de nos lauréats de cette année chez Michel Sardou. Nous avons tenu à honorer évidemment ce qu'il y a de nouveau et ce qui apporte chacun dans la variété une notion nouvelle ou de la chanson ou même de la musique.
Mais évidemment, c'est vers la musique classique que vont tous nos soins et que vont tous nos regards, parce que c'est elle qui a le plus besoin d'être aidée, souvent. Et d'ailleurs, dans les disques que nous avons choisis, il y en a quelques-uns dont nous souhaiterions beaucoup qui deviennent aussi des grands succès, car ils le méritent. Mais enfin, c'est eux qui demandent toute notre attention et vers laquelle nous nous marchons. Eh bien, nous, on a un peu suivi le marché, puisque nous avons enregistré Michel Sardou en train de chanter, et nous allons l'écouter tout de suite. Il y en a qui pensent que notre musique balance comme une bière de Munich, que toutes nos danseuses ont la classe, mais swing à côté de leur godasse. Il y en a qui disent qu'il y a sûrement 2-3 cafés par habitant, que nos rythmiques sont des fanfares, nos succès des chansons à boire à les entendre. On croirait bien qu'en France il n'y a pas de musiciens. Mais voilà, j'habite en France, et la France c'est pas tout ce qu'on dit. Si les Français se plaignent parfois, c'est pas de la gueule de bois. C'est en France qu'il y a Paris, mais la France c'est aussi un pays où il y a quand même pas 50 millions d'abrutis. Il y en a qui pensent, et c'est certain, que les Français se défendent bien. Toutes les femmes sont là pour le dire, on les fait mourir de plaisir à les entendre. On croirait bien qu'il y a que les Français qui font ça bien. C'est pourquoi j'habite en France, et la France c'est beaucoup mieux que ce qu'on dit. Si elle rêve d'habiter chez moi, c'est qu'il y a de quoi. C'est pourquoi j'habite en France, et la France c'est beaucoup mieux que ce qu'on dit. Si elle rêve d'habiter chez moi, c'est qu'il y a de quoi. C'est pourquoi. Voilà donc un cadeau, des idées de cadeaux tout trouvées pour le sapin de Noël. D'autres idées, Tenalou. Aujourd'hui, vous nous présentez un nouveau choix de livres. Oui, la dernière fois, j'avais parlé de quelques livres qui me paraissaient intéressants. Cette fois-ci, j'ai préféré aller demander à l'intermédiaire entre le client et le livre, c'est-à-dire au libraire, ce qu'il en pensait. Et je suis allé voir une petite libraire de quartier, rue Saint-Placide, Madame Perron, qui m'a parlé des livres cadeaux, des livres les plus demandés et de ceux qu'elle recommandait. Quand un client me dit qu'il a envie de faire un cadeau, je demande quels sont les goûts de la personne à qui vous voulez offrir ce livre. Est-ce que c'est quelqu'un qui aime l'histoire ou l'art? Et comme ça, on fait un petit peu mieux connaissance. Oui. Alors s'il me dit j'aime l'histoire, ou la personne aime l'histoire, je pense à un livre qui vient de paraître, réédité aux éditions sociales, qui s'appelle La Commune de 1871. Oui. Qui est un livre que je trouve fort bien fait, Mais très il y a beaucoup complet. de livres sur la commune en ce moment. Oui, sûrement. Mais celui-là est un des plus beaux, parce qu'il est très abondamment illustré et qu'il insiste sur les raisons qu'on avait d'être communard. Il n'est pas à trop l'époque. cher? Non, 80 francs. Et puis alors, le best-seller, dans le domaine de l'histoire actuellement, c'est le livre d'Jean Henrieux, Talleyrand. C'est un livre intelligent, Brillant, mais qui brillant, a déjà fait ses preuves. qui a déjà fait ses preuves, mais qu'on réclame et qu'on offrira certainement beaucoup. Dans le domaine des livres d'art, Alors là, on a l'embarras du choix, mais j'ai personnellement une préférence pour ça. Vous connaissez ça? le journal de l'impressionnisme? Oui. Oui, je l'ai vu, mais je ne l'ai pas encore vu en détail. Ah, bah, vous allez voir comme il est beau. C'est un beau livre. Ah oui. Il a beaucoup de reproductions, mais ça, on était habitué déjà à avoir beaucoup de reproductions. Mais ce que j'aime dans ce livre, c'est qu'il présente, en regard des œuvres, les textes de l'époque, Ah oui. critiques de peintres, correspondances Ah oui, de oui, c'est un peintres. très bon livre, très complet. Voilà, alors, un texte d'accompagnement et qui situe historiquement l'impressionnisme. Qui publie ça? Skira. C'est Skira, Ça, c'est oui. cher, 195 francs, mais c'est tout à fait justifié. C'est un très très beau livre. Et alors, dans un genre qui est évidemment moins parfait, mais qui coûte aussi beaucoup moins cher, 100 francs, la collection Cercle d'Art. Je signale toute la collection. Ah oui, il y a toute une collection. Oui, parce que c'est, comment dirais-je, c'est une collection qui comporte 10 volumes et qui est fait un effort de vulgarisation dans ce domaine de l'art. qui est très Une collection sympathique. d'initiation. Voilà, ça c'est bien aussi. Qu'est-ce que vous me recommanderiez personnellement, vous?
Ah, ça dépend de vos goûts. Mais j'ai un faible pour le dernier livre de Prévert. Ah, les collus, les montages. Oui, les collages. Oui. Ça s'appelle Imaginaire. C'est une rentrée de Prévert après, je crois, quand même quelques années de silence. Oui. Et on y voit des poèmes très amusants, inattendus, avec des collages très, très réussis. J'aime bien ça. C'est un petit livre. C'est un petit livre, ça coûte 35 francs, c'est pour un petit cadeau. Et puis, j'aime aussi le dernier Sampé. Ah oui, l'album de Sampé, Voilà. il est très joli. Il est 12 vers comme d'habitude, mais tellement bien observé. Oui. C'est typiquement un livre cadeau, ça. C'est typiquement un livre cadeau, un livre pour sourire. C'est un livre très, très, très agréable. Dans vos goûts personnels, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, mes goûts personnels. Eh bien, mes goûts personnels, c'est peut-être, c'est même sûrement cette collection pas très, très connue, mais extrêmement agréable, du Livre Club du Livraire, Les Peintres du Livre. Et là, je vous montre les poésies de Mallarmé illustrées par Matisse. Et je pense qu'au moment où on a tous revu l'exposition Matisse, Matisse illustrateur, c'est un tirage limité, 30 francs. 30 francs seulement? Non, attendez, non, excusez-moi, 3000 exemplaires et 64 francs le livre. Ah oui, ça me paraissait voilà, impossible. non, excusez-moi. C'est très beau, oui, c'est vraiment très beau. Ça, c'est un joli cadeau. Et puis alors, il y a aussi les sportifs. Ah oui, il y a les sportifs. Alors, cette année, les sportifs, ceux qui aiment la voile, je leur conseille ça, L'aventure de la voile. Parce que c'est un livre qui leur parlera des bateaux qu'ils aiment, mais aussi de l'histoire des bateaux. Et de toute cette grande aventure. Très bien illustré. Très bien illustré, bien sûr. Alors, il y a des extraits, par exemple, des voyages de Cook, avec des anecdotes très amusantes. Puis, il y a aussi un côté technique, bateau. Un livre cher? Que je me souvienne. Non, 98 francs. 98 francs. Pour un budget moyen. Pour un budget, enfin, c'est un joli livre pour son prix. Et toujours dans le domaine du sport, vous en avez d'autres? Ah, dans le domaine du sport. Voilà, pour les jeunes, la moto. Après la voile, la moto. Après la voile, la moto. Livre très complet aussi, historique de l'aventure de la moto, et puis beaucoup de détails techniques pour les jeunes qui s'intéressent à ce sport. À ce choix, moi, j'ajouterais personnellement 4 livres. Ils parlent tous d'animaux, mais de façon très différente. Claude Popelin publie au Seuil un ouvrage sur la tauromachie qui est très illustré, qu'on peut définir comme les clés de la tauromachie. Il ouvre un certain nombre de portes, et je crois qu'il y a beaucoup d'amateurs, surtout dans le midi de la France, mais c'est dû à un Parisien, Claude Popelin, qui est un des grands experts français en tauromachie, qui était un ami de Hemingway, publié par Le Seuil au prix de 35 francs. Il y a aussi beaucoup d'amateurs de chiens. Je leur propose 2 beaux livres. Le premier s'appelle Chien de race, race de chien. Il est publié par les éditions du Chastin. Il a naturellement beaucoup de belles photographies, et de photographies attendrissantes. Dès qu'on parle de nos amis les chiens ou des enfants, tout le monde s'émeut. C'est une espèce d'inventaire qui va du Basset au Grand Danois. Et le livre vaut 85 francs. C'est un cadeau déjà d'assez bonne importance. Si on veut faire un plus beau cadeau encore et qu'on dispose de 168 francs, Le Grand Livre du Chien, en 2 volumes, publié par le Cercle du Bibliophile, est un cadeau merveilleux. Je répète, 168 francs, mais le livre les vaut. Il est préfacé par Maurice Genevoix. 158 chiens y sont répertoriés. Tous les renseignements de tous ordres s'y trouvent sur l'achat du chien, son entretien, sa santé, etc. C'est une véritable encyclopédie du chien. Enfin, chez Stock, pour 28 francs, un très joli petit livre, Le Livre des chats, qui est dû à la romancière Jeanne Jean-Charles. Elle le définit elle-même comme une modeste contribution au culte des chats. Et là aussi, il y a de quoi s'émouvoir et s'attendrir. Et c'est sur cette dernière image du chat qui rit, Paul Lefebvre, que je vous rends la parole. J'ai l'impression que cette année, les ouvrages sont particulièrement illustrés. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup en librairie de beaux livres et de livres très illustrés. On va, je crois, de plus en plus, en effet, vers une formule livre d'art, même sur des sujets. Autrefois, c'était toujours sur la peinture. Et maintenant, on essaye de trouver des sujets de plus en plus variés, en tenant compte naturellement des goûts et des modes.
Je reviens à une actualité plus immédiate avec la suite d'un télégramme qui nous vient de Toulouse sur le fait qu'on ait retrouvé les 19 tableaux volés au musée de Montpellier. Pour les enquêteurs, il s'agit vraisemblablement du fait que les voleurs n'ont pas pu écouler ces 19 tableaux de maître. Alors ils les ont remis dans cette église en donnant un coup de téléphone à la police judiciaire. Deuxième chose, il y a eu ce matin des manifestations dans les rues d'Alger, des incidents qui ont opposé la police aux étudiants. Cette manifestation et ces bagarres avaient pour cause une grève organisée par des étudiants et lycéens, partisans de l'arabisation à outrance de l'enseignement et de l'administration en Algérie. Troisième télégramme, c'est le tiercé pour dimanche. C'est le prix narquois dans la 4e course qui a été officiellement désigné pour l'établissement des paris couplés gagnants et tiercés pour la réunion du dimanche 20 décembre à Vincennes. Il reste 20 chevaux engagés dans cette épreuve. Revenons à des dossiers sans doute plus sévères. Michel Tardieu, l'approche des dernières séances de la Bourse 70 remet-elle un peu de vie dans le marché financier? Les experts parlent d'une reprise de la consommation. Bien, ces derniers jours, les boursiers plaisantaient avec cette reprise de la consommation en disant qu'ils commençaient à en avoir une indigestion parce qu'effectivement, on en parlait depuis très longtemps et on n'en voyait pas très bien les effets. Il semble qu'aujourd'hui, ils commencent à y croire un peu plus et puis eux aussi, ils espèrent avoir des livres d'étrennes, ils espèrent pour les étrennes avoir les livres de compte des sociétés et ils espèrent que ces comptes feront apparaître que finalement l'année 70 a été une bonne année pour les entreprises françaises. Tout ça leur rend un petit peu plus d'optimisme et la séance d'aujourd'hui est à peu près résistante. C'est nettement mieux, en tout cas, que la veille. Il était temps parce que la grogne commençait à être très forte dans les milieux boursiers, au point que notre confrère La Vie française titre ce matin « Ultimatum à la bourse » et commence son article en disant « Ou bien la bourse sera rénovée, ou bien elle est condamnée à une mort lente, mais certaine. » Vous voyez que cette phrase, ajoutée à la mise en garde de M. Châtenay, le président de la COB, contre certains privilèges teintés d'ésotérisme, montre à quel point d'exaspération en arrivaient les boursiers qui sont généralement gens très mesurés. Mais aujourd'hui, je vous l'ai dit, ça va mieux et finalement la bourse de Paris n'atteindra probablement pas les 10% de baisse dans l'année 70, ce qui d'ailleurs la placera finalement dans un bon rang par rapport aux bourses étrangères, puisqu'à l'exception de New York qui a gagné un peu plus de 2% depuis le début de l'année, les autres grandes places, Londres, Amsterdam et Düsseldorf, ont baissé de plus de 16%. Parmi les secteurs où l'amélioration est sensible, figurent les pétroles. Non pas que des informations aient filtré sur les négociations franco-algériennes, mais parce que la Compagnie française des pétroles vient d'annoncer un accord intéressant. La Compagnie française des pétroles a signé avec l'entreprise d'État égyptienne un accord pour l'utilisation à long terme de l'oléoduc Suez-Alexandrie, ce qui permettra de transporter 7,5 millions de tonnes de pétrole brut par an pendant 10 ans. Et d'autre part, la CFP annonce qu'elle a aussi des négociations au sujet de la construction d'un oléoduc reliant l'Iran à la côte turque. Les grandes compagnies pétrolières s'organisent donc pour se passer du canal de Suez. Et il faut noter aussi qu'à Londres, le marché le plus important du monde pour les frets, on enregistre une légère détente sur les frets pétroliers. Cette détente est provoquée par l'assouplissement précisément de la politique de la plupart des pays arabes et l'espoir que la Tapline, qui permet l'arrivée du pétrole d'Arabie Saoudite sur la Méditerranée, va bientôt recommencer à fonctionner normalement. Cet ensemble de mouvements tente évidemment à affaiblir la position d'Algérie, qui a toujours affirmé que son pétrole devait être plus cher parce qu'il était disponible en Méditerranée, et va faciliter probablement le règlement du contentieux franco-algérien sur le problème pétrolier. Mais on assiste en ce moment à un glissement de la part des négociateurs algériens qui semblent parler plus en ce moment de l'aide française à l'Algérie à laquelle ils reprochent d'être liés, c'est-à-dire que la France prête de l'argent pour acheter des biens français, et ils souhaiteraient que cette aide soit complètement gratuite et déliée de toute réciprocité. Pour le reste, dans le domaine des pétroles, à signaler également que les grandes sociétés pétrolières américaines, pour préparer l'avenir, s'intéressent de plus en plus à l'uranium et que dans ce domaine, l'une d'elles, la Gulf Oil, a pris une certaine avance. Sur le marché de l'or, il ne se passe à peu près rien. Le kilo de la barre gagne 3 francs. Le lingot, lui, est inchangé. Quant aux pièces, elles sont pratiquement inchangées également, bien qu'il y ait eu un peu plus d'échanges aujourd'hui sur le Napoléon. Ici, la Bourse de Paris. À vous, Paul Lefebvre. Voilà, c'était l'essentiel des informations de cette matinée. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée.